Bienvenue sur Polytech TV pour l'émission, la grande émission Ville durable, la cinquième d'une série que nous avons débutée lundi, non pas lundi, mardi. Donc grande émission Innovation Ville durable avec Alain Delamette. Bonjour Alain. Bonjour Georges. Merci aux nombreux publics présents pour cette émission de nous avoir rejoints. Vous avez à vos côtés Ghislain Dujeu qui est directeur général d'Advancity, pôle de compétitivité Oui, bonjour. en Et Ile-de-France. Guilain, Dit-on, pas de pardon. S. En Ile-de-France, qui sera un petit peu notre témoin, notre grand témoin pour commenter effectivement cette thématique de la ville durable. Il y a également Sophie Donabédian qui est directrice développement de Smart Cities, enfin des Smart Cities chez Schneider Electric. Bonjour. Et puis Nicolas Mercier, directeur du développement Green Business chez SGS France. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, d'abord, Alain, c'est une discussion que nous avons souvent eue. Comment définir la ville durable avec les mots les plus appropriés et qui, de manière pédagogique, permettent de comprendre de quoi on parle. Ça, c'est une question difficile. Eh oui, Je crois qu'il faut déjà rappeler que le terme durable doit être normalement appliqué qu'en référence au développement durable. C'est-à-dire que ça implique un véritable engagement concret pour la préservation de l'environnement, le progrès social et le développement économique. Je crois qu'il faut toujours rappeler ça. Hein. Alors, en ce qui concerne le développement durable, ça nécessite un engagement donc, environnement social économique. Ça peut paraître un peu utopique, beaucoup moins utopique que pour l'industrie durable, hein, parce que toute action génère bien entendu des effets sur l'environnement. Mais je crois que ville durable, c'est pour moi un objectif, non pas une réalité en soi. Il faut essayer d'avoir. il faut tendre Il vers. faut tendre vers une ville durable. Alors, il s'agit pour moi d'une évolution. Alors, je crois que c'est l'évolution de la ville nouvelle que l'on a connue en France dans les années 60-70 vers une autre type de ville. Dans les années 60-70, avec les plans je crois que c'était de l'ouvrier à l'époque, de l'ouvrier des villes nouvelles, c'était pour faire face à l'évolution de la population. On pensait déjà à un exode rural qui existe toujours et qui même s'amplifie hein, chaque jour. Il fallait donc trouver des bâtiments. Et dans les années 60-70, c'était pas tellement. On n'avait pas pensé à l'aspect environnement, ou relativement peu, sauf, bon, il y a bien entendu des exceptions. Mais l'ensemble, énergie, par exemple, eau, tout ce qui est réseau, transport, on avait juste un RER, point. Et quand il y en avait un, surtout en région Île-de-France. Alors, et puis, il y a eu des bêtises de fait en ce qui concerne l'habitat. L'habitat, c'était les grandes barres avec chauffage électrique à gogo. Et on voit ce qui s'est passé. Tout ça parce qu'il fallait construire vite à moindre coût pour loger beaucoup de monde. Et puis, il y avait la pression d'EDF. EDF faisait une pression très importante parce que lui-même, EDF avait des pressions de la part du gouvernement, notamment de Gaulle, qui, le général, sachant qu'il y avait une politique de développement de l'électricité via nucléaire, on allait avoir de l'électricité pratiquement en trop à une époque, c'était ce qui était prévu. Donc, le général avait convoqué d'ailleurs le président d'EDF à l'époque en lui disant il faut que votre EDF soit rentable. C'était pratiquement ça. Hein. Donc, il y a eu, bon, c'était beaucoup moins coûteux que de mettre des chaufferies, fuel à l'époque, parce que le gaz, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, on a fait des bâtiments, beaucoup de bâtiments avec uniquement du béton, sans isolation. Et on voit ce qui se passe. Alors, les charges de chauffage pour ceux qui sont actuellement encore dans ces bâtiments-là sont extraordinairement élevées. Ou bien, s'ils ne se chauffent pas, eh bien, il y a des dégradations, les locaux deviennent insalubres. Et qu'est-ce que l'on voit actuellement de temps en temps? Bon, une barre à Mantes-la-Jolie, à tel endroit, on est obligé de les détruire.
parce que c'est plus vivable. Alors là, on est dans le bâtiment. Le bâtiment qui est une partie importante de l'écoquartier, de la ville, notamment sur sa consommation énergétique. Puis il y a les aspects sociétaux, c'est-à-dire qu'on a aussi construit ces cités, on va les appeler comme ça, on prend l'exemple de Sarcelles par exemple, où finalement on a mis des milliers de personnes, des milliers de foyers au même endroit sans forcément créer de liens. On sait que cet aspect des choses, l'aspect social, sociétal, est important dans le concept ou dans l'idée, la notion de ville durable. Donc c'est un peu vers ça aussi qu'on tend aujourd'hui, c'est de créer des réseaux physiques, de flux, mais aussi des réseaux via le numérique, des réseaux des réseaux humains entre guillemets, parce que c'est un peu virtuel, en tout cas des réseaux d'échange d'informations entre les habitants de ces nouvelles villes. Oui. Et il y a aussi autre chose en ce qui concerne l'habitat. Lorsque l'on voit actuellement les publicités qui sont faites par les promoteurs immobiliers sur des programmes, vous ne verrez que très rarement des IGH. C'est des bâtiments 4 étages avec beaucoup de verdure. Là, il y a un besoin de retour à la nature, parce qu'en plus de ça, on a tous besoin. On voit la population parisienne. Pourquoi est-ce qu'elle quitte Paris? Parce qu'elle a besoin de nature. Alors, on va peut-être tendre vers des habitats de type qu'imagine Castro, qui est la ville-jardin, mais avec son jardin près de soi. Alors, Monsieur Dujeu, vous êtes le directeur général d'Advancity. Un mot d'abord de votre pôle de compétitivité, Advancity. Alors, Advancity, c'est un pôle qui a été créé donc en 2006, qui est sur la ville et la mobilité durable. Donc, c'est un pôle qui aujourd'hui... C'est le seul pôle sur cette thématique-là. C'est le seul pôle sur la ville, effectivement, et qui est un peu logiquement en Ile-de-France, parce que compte tenu de l'importance du bassin parisien, compte tenu de l'importance du Grand Paris, du fait qu'il y a des grands groupes dont les sièges sont sur Paris aussi, ça aide à cette émergence de projets. Donc aujourd'hui, notre rôle, notre cœur de métier, comme tous les pôles, c'est de favoriser la recherche entre des PME, des grands groupes, des universitaires, des laboratoires publics, et puis également, nous avons dans notre pôle beaucoup de collectivités locales, puisqu'il est évident qu'on ne peut pas faire la ville sans les collectivités locales et sans les élus. Et nous avons aujourd'hui 4 grands axes de développement et de recherche, de projets de recherche et de projets d'innovation. Le premier, c'est tout ce qui est, on appelle les écotechnologies, donc c'est les capteurs, c'est les traitements, le traitement des déchets, le traitement de l'eau, etc. On a un deuxième thème important, j'y reviendrai, c'est la mobilité, donc l'écomobilité, tous les modes de transport, public, privé, doux et autres. On a un troisième thème qui est sur la construction, l'éco-construction, donc c'est le bâti dans la ville, c'est le problème des voiries, c'est le problème des réseaux souterrains, les réseaux d'eau, les réseaux de chaleur et toute la construction de la ville. Et puis on a le quatrième thème qui est le thème fédérateur, qui est la ville dans son ensemble, la gouvernance de la ville, comment on élabore, comment on modélise, comment on intègre les quartiers, comment on prend en compte l'ensemble des données liées à la ville. Alors, Advancity a 6 ans d'existence. Est-ce que la notion de ville durable est plus claire aujourd'hui pour vous-même, directeur général d'Advancity, pour vos collaborateurs, pour les entreprises qui sont adhérentes du pôle de compétitivité? Est-ce qu'on a un peu avancé dans l'idée de ce que pourrait être une ville durable? Alors je vais compléter ce qu'a dit Alain en disant que pour moi, la ville durable, c'est une ville qui résout ses contradictions dans le futur, qui les résout de manière pérenne et de manière vivable pour les habitants. Il ne faut pas oublier que dans une ville, il y a des habitants, et ces habitants, ils ont besoin d'une ville vivable et vivante. Et je vais prendre un seul exemple, qui est celui de la mobilité. On sait qu'une ville n'existe et une ville ne se développe que s'il y a une possibilité d'échange entre les personnes, d'échange de biens, de services et d'échange d'idées. On prend l'exemple des grandes foires de Champagne qui ont permis à des villes comme Reims, comme Troyes de se développer de manière extraordinaire au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, quand on dit mobilité, quand on dit déplacement, immédiatement, on sait que la mobilité aujourd'hui, c'est la voiture. Et la voiture, ça pose un certain nombre de problèmes. On déplace une personne, il faut 1 tonne pour déplacer une personne. On a des véhicules qui marchent pour l'essentiel à l'essence et au gasoil, donc qui sont très consommateurs d'énergie carbonée. Et donc, on a une réponse possible par rapport à ça, c'est de freiner l'usage de la voiture, mettre des problèmes de péage urbain, mettre des réglementations, mettre des interdictions de stationnement, ce qui revient à étouffer la ville. Et donc, on va dans le sens opposé à la mobilité qui est recherchée. Et on le voit bien avec la ville de Paris, qui a perdu 400 000 habitants en un siècle, pratiquement en un siècle. Il y a
il y a le problème de mobilité, il y a aussi le problème du foncier, mais le problème de mobilité est un problème essentiel, en particulier pour les petites entreprises qui n'arrivent plus à être approvisionnées sur Paris. Et donc, l'intérêt du pôle, c'est de trouver, en fait, non pas une réponse, je dirais, statique ou réglementaire, mais trouver une réponse dynamique. Et je prends l'exemple, on a financé, labellisé, c'est financé par l'ADEME, un projet qui s'appelle Sismo 2015, qui est comment on peut aider les habitants à trouver en temps réel et immédiatement le meilleur mode de transport par rapport aux déplacements qu'ils veulent faire. Donc, est-ce que c'est un déplacement à pied? Est-ce que c'est un déplacement en utilisant un vélo en libre-service? Est-ce que c'est une voiture en autopartage? Est-ce que c'est une voiture électrique? Est-ce que c'est les transports en commun? Est-ce que s'ils sont mobiles ou pas mobiles, s'ils sont handicapés, et de leur donner les éléments d'information? S'il y a une perturbation sur une ligne de tramway, une ligne de métro, etc., qu'ils puissent choisir un autre mode. Et donc, c'est un projet qui est porté par la SNCF, par la RATP, par des instituts académiques, par des universitaires et des PME, et qui devrait, en 2015, donner un mode d'usage avec Internet beaucoup plus dynamique pour les habitants. Oui, parce que sur l'écomobilité, il y a un constat qu'on a tous fait, c'est que les transports en commun, type tramway ou métro ou RER, ne sont, je dirais, acceptés, parce que l'acceptabilité, c'est important dans le concept de ville durable, acceptés par les habitants qu'à partir du moment où ils ont un arrêt à proximité. Il est certain que s'il faut faire 1 kilomètre pour aller chercher un tramway, comme on dit, ça ne le fait pas. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'on a imaginé qu'on puisse aller vers ces transports en commun, soit à vélo, soit en voiture en covoiturage ou en véhicule électrique ou en autopartage. Donc on a effectivement le problème de transport massif sur des grandes destinations et puis ensuite le rayonnement. Et on a par exemple labellisé un projet d'une petite PME qui s'appelle Mopizy pour faire de la voiture électrique en autopartage en arrivant autour des grandes gares du RER en région parisienne ou dans les grandes zones urbaines. On va dans un instant recevoir nos invités qui présentent des innovations liées à la ville durable, mais je voudrais d'abord que vous nous disiez, vous, parce qu'Advancity, c'est un gros pôle de compétitivité avec, je crois plus, c'est 5000, non 5000 non, on a 250 adhérents qui sont des grands groupes. Et on a labellisé à peu près 300 projets depuis qu'on existe. Et aujourd'hui, l'ensemble de ces projets correspondent à peu près à 350 millions d'efforts de recherche et développement depuis 5 ans, depuis 6 ans. Donc ma question est assez simple. Est-ce qu'en 6 ans ou ces dernières années ou ces derniers mois, vous avez constaté véritablement des débouchés réels, concrets pour les entreprises qui se sont engagées dans cette thématique ? Oui, on a plusieurs exemples. On a par exemple une PME qui est sur la Cité des Cartes qui s'appelle Movichem, qui a pu développer et vendre ses services à la SNCF, à la RATP. On a une autre PME, je parle volontairement que des PME, qui s'appelle Nomadic, qui a développé un système qui s'appelle Easy quelque chose, qui permet de mesurer le mode de conduite d'un conducteur de camion ou de camionnette, de savoir s'il a des accélérations, des freinages brutales, ou si au contraire il a une conduite souple, et donc ça permet de mesurer et de faire de la pédagogie derrière pour lui dire, voilà la façon de conduire de manière beaucoup plus écologique et beaucoup plus normative. Donc tout ça, il y a des vrais résultats, mais aujourd'hui on n'utilise pas 100% du potentiel, et j'y reviendrai, de nos entreprises à l'export, et on a un vrai besoin de faire mieux. Voilà, on reviendra après vers vous pour parler effectivement, reparler de ville durable et parler effectivement de ce qu'on peut attendre dans les décennies à venir, aussi bien pour le citoyen, vous l'avez rappelé, qui est au cœur de la préoccupation, mais aussi pour toutes les entreprises qui s'engagent dans cette thématique, qui investissent, qui innovent et qui sont présentes à Pollutech. Alors Alain, présentez-moi les 2 entreprises que vous avez sélectionnées pour participer à cette émission, grande émission Innovation. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter donc SGS France, et qui, lui, s'occupe déjà du premier élément de la ville durable, qui est le bâtiment. Avec le bâtiment, on peut faire beaucoup de choses, des très bonnes comme des très mauvaises. Je vais vous en citer une très mauvaise, qui est celle de la construction du ministère des Finances à Bercy. Vous voyez, le ministère des Finances à Bercy. Oui. Pour moi, c'est une bêtise au niveau énergétique. On crée un bâtiment perpendiculaire à la Seine, et du fait du vent, le vent est amené par le fleuve, la surconsommation d'énergie par rapport à un bâtiment dans l'alignement, c'est de l'ordre de 15%. Bon. Il faut penser un peu à ça. Et donc des sociétés telles que SGS sont capables de dire non, il ne faut pas faire ça. Le baron Haussmann, il n'aurait jamais fait ça.
Donc Oui. vous faites du conseil en ingénierie, c'est ça? Pas que, mais Pas que. on le fait. AGS est une entreprise qui a une certaine histoire, plus de 100 ans d'existence. Aujourd'hui, on est plus de 2500 collaborateurs en France, répartis sur une dizaine de métiers, qui vont de la certification au service automobile, aux activités de l'industrie minérale, etc. Disons que dans les activités qui touchent le domaine du bâtiment, on est à la fois un organisme de certification pour tout ce qui est compétences des professionnels du métier du bâtiment, tout ce qui est diagnostiqueur immobilier. On est également organisme certificateur de produits du bâtiment, tels que peinture, les solvants, l'école. Et on intervient enfin sur toutes les activités d'ingénierie, d'accompagnement envers les collectivités, les propriétaires privés, les portfolio managers. Donc on a une vision assez large, je vais dire, des métiers qui touchent le bâtiment et les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Alors pour vous, quels sont les critères qui peuvent permettre de définir si un bâtiment tertiaire ou d'habitation est durable? J'en reviens en fait à l'introduction que l'on a pu avoir, c'est que le bâtiment, on en revient à la notion de durable ou de développement durable. Si on l'applique donc au bâtiment, on revient sur le critère. Le premier critère, c'est celui de l'écologie ou de l'environnement. Eh bien, un bâtiment se doit, dans sa construction, dans sa conception, dans son exploitation, de minimiser son impact sur l'environnement. Mais pas que. Si l'on peut aujourd'hui concevoir des bâtiments qui valorisent des espaces à très fort passif environnemental ou des sites pollués, eh bien c'est un aspect positif pour le développement des villes au sens général. Donc aujourd'hui, le bâtiment doit répondre à ce critère environnemental. On a des outils qui sont mis en place, les analyses de cycle de vie notamment, qui sont des nouveaux concepts qui nous permettent de choisir des matériaux plutôt que d'autres, d'apprécier les impacts sur la dépression de la couche d'ozone par exemple, ou l'acidification. Donc ça c'est le premier aspect, l'aspect environnemental. Le second est celui de l'aspect social. Le bâtiment doit répondre à une certaine fonctionnalité et doit répondre aux besoins des occupants de ce bâtiment. Un bâtiment de bureau n'est pas un bâtiment de logement ou un bâtiment commercial. Donc il doit répondre à cette fonctionnalité et il doit même aller au-delà. Il doit s'insérer dans son environnement urbain proche. C'est-à-dire qu'il doit non pas seulement répondre aux besoins des habitants, mais aussi offrir des services qui peuvent accompagner une communauté. Un bâtiment aujourd'hui en espace urbain est à la fois espace de bureau et espace, par exemple, commercial à son rez-de-chaussée. Et c'est tout l'art de la chose est de trouver les synergies que l'on peut faire entre les différents usages et les différents modes de gestion du bâtiment. Pour que le bâtiment s'insère dans son environnement, comme vous le disiez, encore faut-il que le promoteur qui préside à sa construction soit en contact avec la collectivité locale, avec un aménageur, avec l'urbaniste. Est-ce que c'est pas là un des obstacles qu'on rencontre souvent, c'est-à-dire que on cherche des terrains, parce que le foncier est rare, et puis bon, on construit, on dépose un permis de construire, et puis peut-être qu'on s'arrête là. C'est difficile de consacrer des ressources, du temps, donc de l'argent pour échanger avec celui qui gère la ville au quotidien et se placer au meilleur endroit, tenir compte des particularités de tel quartier, du patrimoine, de l'histoire. Il ne faut pas se leurrer, il est vrai que le bâtiment durable est arrivé par la porte du bâtiment neuf. On a vu arriver pléthore de certifications dans le domaine du bâtiment. On connaît le HQE en France, haute qualité environnementale. Dans d'autres pays, on parle de LEED, une certification américaine, BREEAM également, qui sont des référents à l'international, Minergie, qui était un ancien et de longue date référentiel qui était utilisé, qui est aujourd'hui un peu en perte de vitesse. On a également les villes maintenant qui reprennent à leur propre compte les différents critères et référentiels qui existent. Il ne faut pas se leurrer, le vrai retour sur investissement pour les exploitants de bâtiments, les propriétaires de bâtiments de bureaux ou commerciaux, se fait à l'étage de l'exploitation. Donc ce que l'on a vu apparaître ces dernières années,
ce sont des référentiels qui s'adaptent au marché du bâtiment en exploitation et derrière faire un suivi, une amélioration continue des différents indicateurs sur la maîtrise énergétique, sur la maîtrise des fluides dans le bâtiment et également sur les aspects confort pour les occupants. Alors que présentez-vous concrètement sur Polytech? Sur Polytech, donc on arrive, nous, SGS, avec des innovations, notamment dans le cadre d'audit énergétique. Un gros problème que l'on rencontre auprès des copropriétaires ou des collectivités, c'est de savoir quel est leur point de départ et vers quoi ils doivent tendre en termes d'optimisation environnementale et énergétique dans leur bâtiment. Et nous, on part du principe que pour savoir où on veut aller, on doit savoir le point de départ et les différents niveaux, le niveau de connaissance que l'on a sur les modes de gestion du bâtiment. Et la particularité et notre innovation sur Polytech, c'est d'avoir des outils de mesure qui permettent d'identifier très clairement les consommations électriques par poste et par usage, par identification des signaux électriques de manière logicielle et grâce à l'algorithmie sur ordinateur. Oui, ces audits énergétiques qui permettent de modifier l'enveloppe et donc de modifier et d'agir sur la consommation du bâtiment. On signalera quand même que ce sont des investissements et quand ce sont des propriétaires privés, en dehors du scope du logement social, on a souvent des difficultés pour, même s'il y a des incitations fiscales, des difficultés pour lancer un plan de réhabilitation d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles. Vous parlez du logement social, et il faut remarquer que c'est le secteur du logement social qui a, en France, a attiré et a fait faire les progrès dans le bâtiment. Tout à fait. Deuxième société invitée, Schneider Electric. Alors, Alain, Schneider Electric a été sélectionné pour quelle innovation? Parce qu'elle présente une approche tout à fait nouvelle, que l'on dit collaborative, pour répondre aux défis de la ville nouvelle, c'est les Smart Cities. Bonjour. Oui, alors aujourd'hui, on présente une innovation qu'on appelle la plateforme de gestion intégrée. L'idée, c'est de se dire que la ville est un système de systèmes aujourd'hui, mais qui fonctionne beaucoup en silo. On a des expertises métiers assez spécialisées, assez pointues, mais qui ne communiquent pas, des services qui ne communiquent pas nécessairement les uns avec les autres. Alors, monsieur en parlait tout à l'heure quand il parlait du bâtiment et de son insertion dans la communauté, et vous souleviez le problème, comment on fait cette jonction finalement. Et c'est là où, à l'exemple du bâtiment, on se rend compte qu'au niveau plus grand de la ville, on a ce problème-là. Comment on peut éventuellement coordonner, du coup optimiser, intégrer ces territoires. Et donc nous, on travaille sur l'intégration ou la connexion de différentes applications qui servent à gérer les infrastructures de la ville. Je vous donne un exemple concret pour que ça soit plus parlant. Aujourd'hui, vous parliez de multimodalité, de transport. Aujourd'hui, on gère de façon séparée le trafic par d'autres outils de gestion de management, les transports en commun, le stationnement par des opérateurs privés encore d'une autre façon. On n'a pas de connexion entre tous ces éléments-là, alors que si on veut favoriser justement la mobilité dans son ensemble, ce serait bien que ces systèmes parlent. L'idée étant par exemple de savoir quand on est chez soi combien de vélos électriques sont disponibles, si effectivement il y a de l'autopartage disponible, à quelle heure passe le tramway, c'est ça hein? Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est en train de déployer avec la ville de Barcelone une plateforme qui va permettre de visualiser en temps réel, alors non seulement pour l'opérateur, mais aussi pour l'usager, quels sont les moyens de transport à disposition. Alors pour l'opérateur, c'est un gain en termes d'efficacité parce que lui peut coordonner ses services d'intervention quand il y a un incident, il peut réguler son trafic, mais il ne le régule pas de façon, on va dire, isolée parce qu'il pilote le trafic. Il a aussi de la visibilité sur ce qui se passe sur les transports en commun, sur éventuellement les forces d'intervention, etc. Donc cette vision d'ensemble qui ne veut pas dire qu'on fait table rase du passé et qu'on remet un système. On se connecte et on connecte ces différents systèmes. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une plateforme qui vient au-dessus des systèmes existants pour les coordonner, les connecter, permettre à l'opérateur de mieux gérer et côté usager de fournir une information qui est plus complète. Donc ça veut dire que vous êtes en mesure de regrouper autour de vous et d'intégrer à cette plateforme des gens comme Veolia, qui va s'occuper des transports, comme Vinci,
qui va s'occuper des parkings, je les cite, mais parce que ce sont les plus connus, comme Cita qui va s'occuper de la collecte des déchets, c'est ça, hein, vous êtes capable de réunir tous ces opérateurs. Quand on dit nous sommes capables, il faut qu'il y ait une véritable volonté politique, parce que c'est de ça qu'émergera ce type de projet-là. Nous, on apporte la solution technologique, et on le sait bien, les solutions technologiques rendent possible des choses, mais s'il n'y a pas une volonté politique et une volonté collaborative de tous les acteurs, on ne réussira pas à mettre en place de telles solutions. Sophie Donabédian, vous me tendez une perche, parce que je pense qu'effectivement, le nœud gordien est à ce niveau-là. Je vais bronzer. Je vais bronzer sur Eurexpo à Lyon, ça c'est assez unique quand même. L'élu, la volonté politique, la temporalité politique aussi. Avec l'exemple de Nantes dont on parlait tout à l'heure, mais première question peut-être sur un élu doit forcément avoir une vision globale. On avait fait une émission hier sur la ville durable. Il va donc lancer un concept, allez, on va dire ça comme ça, de ville durable. Il est bien sûr soumis aux règles des marchés publics. Il peut difficilement dire à Veolia, à Cita ou à Suez, enfin peu importe, vous venez avec moi parce que j'ai besoin de savoir, vous serez avec moi. Il est obligé d'abord de lancer sa démarche, puis ensuite il sélectionne, enfin pas lui, mais ses services sélectionnent le moins disant, le mieux disant, peu importe. Donc là, on est déjà dans une espèce de paradoxe, c'est qu'il faudrait tous travailler ensemble en amont et qu'en fait, c'est assez difficile. Est-ce que vous confirmez cette... Oui, on a un vrai problème en France avec le Code des marchés publics. Donc je rappelle que le Code des marchés publics en France, il a été fait pour empêcher la fraude. Et donc il est extrêmement réglementaire, extrêmement tatillon. Il va bien au-delà de ce qu'exige l'Europe, par exemple, aujourd'hui. Et donc on voit que dans d'autres pays, on avait hier un exposé d'une société sur un système, j'y reviendrai parce qu'il est très intéressant de citer l'homme, qui est une société qui fait 80% de son chiffre d'affaires hors de France, et qui me disait qu'avec les collectivités allemandes, ils n'ont pas du tout ce problème. Les collectivités allemandes prennent des risques sur des projets nouveaux. Et je vais prendre un exemple simple qui est la ville de Karlsruhe. La ville de Karlsruhe a été à la pointe du progrès et il y avait une vraie volonté politique de développement des transports publics avec le tram, et ils ont entre guillemets chassé progressivement et en douceur la voiture automobile du centre-ville, parce qu'il y a des trams en permanence, vous avez toutes les minutes un tram dans toutes les directions, vous pouvez prendre le tram avec vos paquets de Noël, vous n'êtes pas serré, tassé, etc. Donc vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture. Et on a des dizaines, probablement même des milliers d'élus de Français qui sont allés voir l'exemple, le modèle de Karlsruhe. Et il faudrait aujourd'hui qu'en France, on fasse un modèle de ville durable, il faudrait qu'on trouve une ville dynamique qui dise « je vais être un peu le Karlsruhe de la ville durable ». Vous avez Lyon, vous avez le Grand Lyon, par exemple. Alors là, vous me faites un petit peu mal parce que je suis quand même... C'est le francilien, c'est le francilien qui non, parle. Non. Mon épouse est lyonnaise, donc et on mange très très bien à Lyon. Il y a plein de qualités. J'ai vécu à Lyon, j'ai travaillé à Lyon, donc j'ai dirigé les Caps de Lyon à Lyon, donc c'était une très belle ville. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est ce projet Lyon-Confluent qui pour la partie Smart Grid a été confié à une expérimentation japonaise, dirigée par des Japonais, même s'il y a des partenaires français. C'est pas le modèle du savoir-faire français, quoi. Je suis un peu alors attendez, parce que ça me tord les boyaux. Non, mais vous mettez le doigt là où ça fait mal, peut-être. Effectivement, c'est le NEDO, c'est l'équivalent de l'ADEME qui finance via aussi Toshiba, qui vient travailler à Lyon et qui fait travailler des entreprises françaises. Vous parliez de cet exemple de Lyon-Confluence, qui a quand même le mérite, et je ne défends pas du tout le Grand Lyon, mais qui a quand même le mérite d'exister dans ce système-là, dans cette mécanique-là. Vous me parliez de Barcelone hier, avec des investisseurs privés, parce que se pose derrière tout ça un problème de disponibilité d'argent public. On sait que la France est un pays très endetté, que les collectivités locales, quelle que soit l'échelle, sont endettées. Et aujourd'hui, c'est pas, entre guillemets, pardonnez-moi du mot, déconnant d'aller chercher des financements, ceux de NEDO, ou des financements d'investisseurs privés. Vous me disiez qu'à Barcelone, il y avait de l'investissement privé qui se faisait. À Barcelone, alors effectivement, je rejoins ce qui a été dit sur l'étranger, c'est que nous, aujourd'hui, cette innovation, on l'a déployée à l'étranger, mais pas en France, parce que c'est compliqué en termes d'écosystème, etc. Il faut trouver des nouveaux modes, mais c'est plus simple à l'étranger de déployer ce genre de système. Et pour revenir sur ce que vous mentionniez à l'instant au niveau financement, à Barcelone, on s'est engagé auprès de la ville qui a une vraie vision, qui a déployé sa stratégie, son ambition, auprès d'autres collaborateurs, d'autres industriels. Donc là, il y a véritablement une collaboration. On travaille avec le groupe GDF Suez, avec Cisco, donc tous ensemble pour
aider la ville. Donc là, il y a eu de l'investissement privé, un partenariat, mais bien sûr dans l'idée que certaines des choses qu'on va apprendre, on va pouvoir les déployer, les commercialiser, les dupliquer dans d'autres villes. C'est ça le retour sur investissement. C'est ça le retour sur investissement. Il faut que nous, en tant que partenaires privés, on puisse aussi derrière développer des modèles et des services qui vont assurer aussi la croissance sur ces domaines-là. Monsieur Dujuge, je voudrais revenir sur les aspects gouvernance et reprendre l'exemple de Nantes qui est édifiant. Nantes qui s'est lancée dans un grand chantier de ville durable. Et vous me disiez en préparant l'émission qu'en fait, ils avaient racheté des terrains, parce que le problème du foncier, c'est ça aussi, une ville durable, il faut des terrains. 70% du foncier est déjà construit en France. C'est le constat qu'on faisait hier, 70%, un peu plus. À Nantes, ils ont anticipé. Alors les élus de Nantes ont anticipé de manière extraordinaire la croissance de leur ville. Donc l'aéroport, qui était à l'époque complètement à l'extérieur de la ville, s'est progressivement trouvé englué dans la ville. Donc aujourd'hui, il y a quand même plus de 40 000 habitants qui sont directement gênés par le bruit de l'aéroport. Il y a plus de 100 mouvements d'avions par jour, indépendamment des problèmes de capacité. Donc on voit bien que là, il y a un problème. Et les élus du Conseil général et de la communauté urbaine ont, il y a plus de 30 ans, acheté l'ensemble des terrains. Donc aujourd'hui, ces terrains sur lesquels on parle de l'aéroport de Nantes, ce sont des terrains qui appartiennent déjà aux collectivités, qui ont été payés aux agriculteurs il y a plus de 30 ans. Hein, donc il y a quand même aujourd'hui un enjeu économique que certains cachent. Oui, c'est lié à la vision politique qu'ils ont eue, de dire cette zone-là va être habitée à un moment donné ou à un autre. Enfin, c'est aussi lié à la construction de Notre-Dame-des-Landes, enfin au déport de l'aéroport. Il y a une grosse polémique là-dessus en ce moment, mais c'est vrai qu'on ne peut pas construire une ville durable avec un aéroport parce qu'en fait, Nantes, enclavé dans la ville. Nantes, c'est un gros périphérique avec l'aéroport qui est effectivement... Donc le grand problème des élus, c'est d'anticiper, c'est-à-dire donc avoir un certain nombre de modèles, avoir un certain nombre d'éléments de prédiction qui leur permettent de savoir comment les choses vont se passer. Mais en même temps, il y a aussi des problèmes que l'on connaît sur les transports de marchandises, avec tous les problèmes des ports, que ce soit les ports fluviaux ou les ports en littoral, puisque ce sont des espaces libres sur lesquels il y a des besoins parce que ça sert pour transporter les matériaux, pour transporter les matières premières, pour exporter les ordures ménagères ou les déchets de construction. Hein, et en même temps, il y a une pression urbaine pour récupérer ces terrains. Et on voit bien que si on laisse la pression urbaine se faire tout seul, à ce moment-là, on asphyxie la ville parce qu'on ne peut plus l'alimenter. Alors vous êtes en région parisienne, parlons de Paris. Parlons de Paris, capitale de la France, on le sait bien. Avec récemment le maire Bertrand Delanoë qui décide de durcir sa politique vis-à-vis des voitures jusqu'à laisser entendre qu'il pourrait créer un péage sur le périphérique. Vous parliez de cette notion finalement de refermer la ville, de la scléroser. Est-ce qu'on est dans l'erreur là pour Paris, pour le Grand Paris? La solution c'est quoi avec toutes les banlieues qui existent autour? Paris, il n'y a quasiment pas de foncier disponible. Donc, quelle solution? Contrairement à Lyon, il n'y a pas de foncier disponible à Paris. Et puis en plus, il y a une pression qui est très très forte. Donc le prix du foncier est devenu totalement exorbitant. Hein. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on a de la part de certains élus de Paris un comportement extrêmement local, enfin village gaulois. Donc on a quand même aujourd'hui 900 000 banlieusards qui viennent travailler tous les jours à Paris. Et dans ces préoccupations-là, on les prend pas du tout en compte. Donc il y a une forme d'égoïsme qui est quand même qui me paraît pas très pérenne, donc pas très durable. Un commentaire? Ou Alain, ou allez-y. Hein. Juste un compliment. Vous avez plus bronzé que moi, vous. Hein, oui, c'est vrai que je vais avoir besoin de crème solaire. Si vous en aviez, ce serait, on va demander en régie s'il y a de la crème solaire. Pourquoi on dit ça? Parce que, juste en aparté, il y a 2 ans, il neigeait. Hein, vendredi, il avait neigé et c'était absolument l'horreur. Comme quoi, le changement climatique, on y est. Voilà, ça y est. J'ai une vision un peu différente sur Paris. Les élus ont conscience des problèmes de territorialité sur Paris et sa métropole. Il faut savoir qu'il y a des groupes de travail qui, suite à la conférence environnementale qui a eu lieu au mois de septembre, s'est engagé sur comprendre et gérer les problématiques de territorialité sur les aspects transport, sur les aspects énergie, sur les aspects responsabilité sociétale des élus. Une problématique qui stigmatise aujourd'hui l'attention, c'est l'aspect énergétique.
On parle de plus en plus de précarité énergétique pour les ménages les plus défavorisés. C'est une vraie problématique. Quelles sont les réponses aujourd'hui qui peuvent être apportées? Voilà, toutes ces questions-là sont sur la table. Il y a les réflexions qui sont en cours. Ça prend du temps à mettre tous les acteurs autour de la table d'accord. On a parlé de Veolia, EDF. Ils sont partie prenante de ces discussions. On a des schémas d'optimisation énergétique qui se basent sur des réseaux de chaleur, notamment. Non, des choses se font, bien sûr. Bien sûr. Voilà, des choses se font. Mais à petite échelle, donc c'est difficile d'imaginer une ville durable sur des métropoles françaises comme Lille, comme Paris, comme Lyon, comme Marseille, comme Bordeaux. Voilà, c'est ça qui est difficile à imaginer. Aujourd'hui, soyons honnêtes, la ville durable, on n'y est pas encore, on est loin d'y être. Hein. La ville durable, on la fait tous les jours. Hein. Ce qu'il y a, c'est que souvent on se polarise, on parle des bâtiments neufs, mais il faut voir que l'essentiel des habitants vivent dans des bâtiments anciens. Donc certains ont largement plus d'un siècle d'existence. Et tout le problème, c'est la réhabilitation de cet ancien, avec le problème du coût de cette réhabilitation, en particulier dans les villes denses. Et la deuxième chose, c'est qu'on est souvent en situation de copropriété, donc de décisions extrêmement difficiles pour arriver à faire évoluer. Chez Schneider Electric, ça reste quand même une stratégie forte, donc vous y croyez? Tout à fait. Nous, on y croit fortement. On pense que, alors au-delà des discussions qu'on a eues, parce qu'effectivement, il faut avoir une vision, il faut penser à la transformation de la ville. Et souvent, il faut revoir, je rejoignais un petit peu ce que vous disiez, il faut voir au-delà de juste ce qu'on peut faire maintenant. Il faut peut-être s'interroger non pas sur ce qu'on a d'existant, mais comment on peut transformer complètement la ville. Mais en attendant qu'on développe cette vision et qu'on arrive à transformer les usages, on peut déjà travailler aujourd'hui sur ce qu'on a côté efficacité énergétique, optimisation des infrastructures. Donc nous, on y croit fortement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des solutions qui vont apporter un bénéfice et côté, on va dire, efficacité du service public, mais aussi confort, attractivité pour les citoyens. Donc on peut faire des choses aujourd'hui, mais il ne faut pas perdre de vue la vision plus long terme. Donc ça, il faut arriver à collectivement, avec les élus, les entreprises privées et les citoyens, à avoir bien cette démarche dans le temps de que peut-on faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera demain et après-demain. Et tout à l'heure, vous mentionniez l'exemple d'anticipation de Nantes. C'est important qu'on soit capable de se projeter dans la durée et qu'on ne travaille pas uniquement sur l'existant, même s'il y a encore des leviers forts, et nous on en est convaincus aujourd'hui d'efficacité dans tous les, on va dire, tous les domaines de la Smart City. Il faut qu'on travaille aussi sur la transformation et notamment comment, par les usages, on pense peut-être complètement la mobilité. Aujourd'hui, on parle du problème de Paris. Peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est pas comment on empêche les voitures, etc., mais plutôt pourquoi les gens prennent leur voiture. Pourquoi on a ces flux-là, dans l'exemple etc. de Paris, on est plus sur... on est très handicapé par la logistique du dernier kilomètre. Hein. C'est Paris, le gros problème, c'est surtout les livraisons dans intramuros. Les gens à Paris, à part ceux qui tentent le diable, mais c'est difficile de prendre sa voiture à Paris. Mais ce qu'on voit dans les rues de Paris, c'est surtout des camionnettes, c'est surtout des taxis, des bus. C'est une ville qui est complètement sclérosée à cause de ça. Hein. Et ça, on peut pas l'éviter. Il faut bien livrer les commerces qui sont dans Paris. Ouais, alors justement, on a aujourd'hui, on a labellisé avant-hier et ça a été présenté hier ici un projet de desserte de la ville de Paris sur les petits colis à partir de zones fluviales et ensuite avec des tournées. Monoprix l'a fait, mais il utilise des camionnettes à la fin, alors que là, le projet, c'est en vélo. C'est-à-dire que on a une barge adaptée avec des petits vélos qui sont préparés chargement. On fait les tournées des vélos et puis comme à Pékin, quoi. Voilà. Comme à Pékin. Un petit peu comme à Pékin. Mais dans toutes ces innovations, le gros problème, c'est l'accessibilité sociale. Et c'est pour ça que des opérations comme Paris qui a lancé le prix, le Paris Région Innovation Laboratoire, c'est-à-dire tester des mobiliers urbains, tester un nombre de choses et savoir si c'est acceptable socialement et donc si les gens adhèrent, c'était indispensable. Parce que si les gens n'adhèrent pas, vos solutions, elles ont beau être très intelligentes, elles ne verront jamais l'application. Un mot de conclusion, Alain. Oui, alors je voudrais revenir sur ce que disait M. Mercier au sujet de la précarité énergétique. Je crois que on a oublié le fait que si on veut que ce soit une ville durable, il faut que les gens puissent y vivre, et tous y vivre. Actuellement, la population risque de voir ses ressources diminuer.
La population devient vieillissante pour certains. Il y a toutes les couches de la société qui doivent vivre ensemble. Les charges de chauffage, par exemple, sont quelquefois exorbitantes. Donc, d'où précarité énergétique, d'où intervention des pouvoirs publics. C'est pas sain, ça. D'autre part, vous avez des impôts locaux qui flambent. Pourquoi? Parce que quelquefois, dans certaines collectivités locales, je suis désolé de le dire, mais il faut des investissements absolument pharaoniques. Tout ça parce qu'un maire veut se faire plaisir. Vous avez des collectivités locales qui font 150 000 habitants qui se font faire un aérodrome international avec 2 pistes. Et il n'y a personne dessus. Et c'est le cas des piscines olympiques. Est-ce qu'on a besoin, pour apprendre à nager, d'avoir une piscine olympique? Oui, on est obligé de... Mais c'est aussi le cas de certaines villes qui sont très proches et qui ont une salle de spectacle de 3000 places, Exactement. un gymnase. Voilà. Et en fait, ça doublonne complètement. Voilà. C'est vrai que la ville durable, c'est aussi les villes durables, c'est aussi les politiques durables, de savoir... Alors après, il faut dépasser les étiquettes politiques, parce que c'est aussi ça le problème. Oui. Dans ce pays, c'est un petit peu compliqué. On va mettre un terme à ce débat qui pourrait durer toute la matinée, parce que c'est intéressant. Ce qu'on peut dire, peut-être en forme de conclusion, c'est que la ville durable, elle n'existe que parce que ça ne peut pas durer comme ça. Et qu'on sait très bien, et oui, que de toute façon, si on continue dans cette voie-là, on ne pourra plus vivre de manière acceptable. Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci à tous d'être venus. Restez à mes côtés. On va se quitter quelques instants et puis on retrouvera à 11h45 exactement une émission sur ProRecyclage. Valtex vers une filière de collecte de recyclage des déchets textiles professionnels. En fait, Renault, la SNCF et 6 autres partenaires lancent un projet de recherche commun pour le recyclage et la valorisation des déchets textiles professionnels avec un potentiel annuel de 49 000 tonnes, ce qui n'est pas rien. Donc c'est une initiative, c'est pas une REP, c'est pas une filière responsabilité élargie des producteurs, c'est uniquement une filière, ce qu'on appelle volontaire, je crois qu'on dit ça, une filière spécialisée aux volontaires. Donc on en parlera tout à l'heure avec un certain nombre d'invités. Merci à vous et puis restez là et on revient.